Mesdames, Messieurs, fidèles téléspectateurs de la belle radio et télévision, la chaîne panafricaine internationale, bonjour et ravi de vous retrouver pour ce nouveau numéro de Focus CAN, le rendez-vous qui permet de faire des prévisions sur les matchs à venir, mais surtout de revenir sur les matchs de la veille. Et pour en parler, bien entendu, sur ce plateau des habitués désormais, Marie-Paul Redombina, bonjour. Bonjour Aziz. Benny Benz, bonjour. Bonjour Aziz. François Binet, bonjour. Bonjour Aziz. Asta Bousso, bonjour. Hello. Eh bien, c'est en compagnie de cette équipe que nous allons débattre de ce qui s'est passé hier. François Binet, finalement, le Maroc a, on va dire, plutôt eu beaucoup de réussite, beaucoup de chance. On va dire beaucoup de réussite parce que même si on a senti le Maroc avoir un peu plus d'ascendant sur son adversaire, mais c'était plutôt une domination, on va dire, un peu dans le désordre parce qu'ils n'avaient pas forcément la maîtrise surtout dans les phases offensives face à leur adversaire. Mais comme on dit, dans un match, il peut arriver un fait de jeu. Je pense n'eût été vraiment l'erreur du défenseur namibien, le match se serait soldé par un 0 but partout. Un défenseur namibien qui était remplaçant et qui, finalement, en faisant son entrée… Et non seulement lui, il marque contre son camp, mais c'est le seul carton jaune de la partie, c'est lui qui l'a reçu. C'est-à-dire que, en fait, ce qui s'est passé, c'est que la Namibie était beaucoup plus attendue sur l'impact physique. Donc, c'est ce que vous allez constater pendant ce début de compétition, que les nouvelles équipes sont engagées sur ce combat-là, le combat de la résistance physique et de l'engagement physique pour faire face à des équipes comme le Maroc, qui est bien sûr une équipe qui développe très vite son jeu. Et ce qui m'a déplu aussi du côté du Maroc, c'est le choix et le schéma tactique utilisé. Et c'est ce que je constate ces derniers temps. Tout le monde part maintenant sur le 4-2-3-1, ce qui est pour moi un système de jeu plus ou moins défensif en fait. Vous jouez avec un seul attaquant, vous avez un seul attaquant qui espère la montée des milieux de terrain vers lui. Et or, en défense, vous avez 4 défenseurs. Vous avez de fortes chances de sortir sur un match comme ça à 0-0, sauf une erreur, une bévue comme celle qui s'est passée face à la Namibie. Mais il ne faut pas non plus que ces équipes se trompent. Hein. En même temps, c'est vrai que la Namibie a réussi à tenir le Maroc, mais en même temps, il ne faut pas que tenir, il faut également marquer des buts. Et je pense que là, ça a été un petit peu leur erreur. Peut-être ils ont manqué de chance, mais pour ma part, ils auraient pu marquer des buts pour être oui, c'était difficile pour marquer des buts, Béni. Il faudrait justement construire le jeu, percuter, aller de l'avant. Il y avait peut-être un peu de fébrilité aussi chez les Namibiens. Mais là, chez les Namibiens, il faut retenir que l'objectif premier, c'était déjà de contrer l'impact physique de l'équipe marocaine. Comme le disait François, on a pu remarquer que l'équipe marocaine n'était pas très organisée déjà sur tous les secteurs de jeu. Et pour la Namibie, il fallait contrer ce système de jeu mis en place là. Donc du coup, ce qui a pêché côté namibien, c'est peut-être le secteur offensif qui avait également un manque d'organisation. Parce que si cette équipe était bien organisée offensivement, je pense qu'elle aurait plié cette rencontre d'hier. Mais le Maroc a aussi tenu compte de l'adversaire du jour. Il faut préciser, avant de poursuivre, que le thème autour duquel on reviendra également tout au long de cette émission est bien entendu des pelouses très belles, avec des gradins, des tribunes désespérément vides. C'est un peu ce que l'on reproche à pas mal de pays organisateurs. On a eu de belles rencontres depuis le début de cette compétition, mais avec des gradins, des tribunes vides. Ce qui gâche un peu la fête, depuis le début de cette compétition, on a constaté que les Égyptiens ne viennent que lorsque ce sont les pharaons qui jouent. Ça, c'est pas bien, parce que pour la fête, cette belle fête, avec une telle organisation, surtout à l'ouverture, on a vu ces belles couleurs envoyées par les organisateurs, et puis se retrouver dans des stades vides, même au niveau de la détermination des joueurs. Vous savez, lorsqu'on joue et que derrière vous sentez qu'il y a un engouement au niveau du public, ça vous transcende. Vous jouez dans des stades creux et vides, ça ne fait pas beau. Et puis en Afrique du Nord, en général, ils sont très attachés beaucoup plus à leur équipe nationale qu'au reste. Or, vous remarquerez qu'en Afrique subsaharienne, les compétitions organisées dans ces zones-là, c'est beaucoup plus pour l'ambiance, la fête. Parfois, le résultat importe peu. Il faut dire qu'en Guinée équatoriale, c'était la même chose. On avait remarqué que les supporters allaient plus dans les stades quand l'équipe nationale jouait. Moi, je pense que c'est quelque chose qui est
ça arrive un peu partout. On se sent obligé d'aller, sinon pas obligé, mais on le sent bien quand c'est son pays qui joue. On aurait quand même pu avoir un peu plus de personnes. En Guinée équatoriale, il y avait quand même du monde, même si il n'y en a pas eu autant que mais la Guinée équatoriale, c'est trop loin. 2017, pourquoi vous allez en 2015, 2017 aller au Gabon, c'était mieux. Et mais c'était une façon de dire vous avez assisté à la Coupe des Nations au Gabon. Il y avait du monde. There was more people than there was in yes, but outside of the implication of the Egyptian people to go to games that are not from the national teams, people on site have noticed and explained that they were triaged at the entry of the stadiums. Fans and supporters of the other teams have difficulties going inside the team. So maybe there is a problem with the way that the people are being triaged at the entrance of the stadiums. Kenyan supporters, Senegalese supporters are not as openly received in the stadium as the Egyptian players. So it's also the fact that all supporters are not allowed. Et derrière, il faut retenir qu'il y a des stratégies mises en place parce que c'est très important. On a regardé certaines compétitions. Déjà, je prends le cas de l'Afrique du Sud lorsqu'elle a organisé. Il y a eu toute une organisation pour que ces supporters aillent au stade ou encore pour que les populations aillent au stade. Et du côté de l'Égypte, il faut retenir que c'est un pays qui a été indexé bien avant l'organisation, il y a plusieurs mois. Parce que vous pouvez remarquer les rencontres lors des compétitions continentales des clubs. S'il n'y a pas un club égyptien qui joue, le monde, ils ne viennent pas. Donc du coup, c'est toute une stratégie, c'est toute une organisation. À nos téléspectateurs que Asta Bousso est notre consoeur du service anglais. Votre chaîne panafricaine internationale est bilingue. Donc nous avons pour les anglophones qui nous suivent, Asta Bousso qui va également nous accompagner dans ses commentaires pour permettre à ce public anglophone très nombreux qui regarde la belle radio et télévision de comprendre ce qu'il en est de nos commentaires et analyses du début de cette compétition. Une compétition qui s'ouvre avec quand même, on l'a noté, un impact physique énorme, beaucoup d'engagement et on aurait même pu, pour le second match, espérer un carton un peu plus foncé. Mais on a bien vu que l'arbitre de la deuxième rencontre a paru beaucoup plus généreux. On aurait pu avoir des cartons rouges pour la première fois dans cette partie parce qu'il y a eu trop de tacles agressifs, surtout par l'arrière. Il y avait des chevilles de certains joueurs qui étaient vraiment risqués. Donc, est-ce que c'était la consigne d'Emmanuel Amounique qui n'avait pas pourtant dans sa carrière de joueur la réputation. Non, mais après, il faut comprendre. Il faut comprendre une situation, c'est que ces pays de l'Afrique australe qui viennent dans une compétition comme ça, qui redécouvrent la compétition, mais ils ne viennent pas aussi pour se laisser marcher dessus. Ils savent que, par exemple, on prend le cas du Kenya face au Sénégal, ils savent que le Sénégal, c'est une équipe très puissante, techniquement, offensivement. Donc, si vous les laissez passer, derrière, c'est une piquette. Donc, c'est vrai qu'il y avait des faits de jeu illicites, mais c'était à l'administrateur du match de pouvoir endiguer cette attitude qu'ils avaient de pouvoir porter atteinte aux attaquants sénégalais. Et quand vous regardez même au niveau des stats, mais ils n'ont même pas réussi un seul tir cadré. Ça veut dire qu'ils ont passé leur temps à défendre. Et si vous regardez le premier match aussi, celui du Maroc, le Maroc a dit 7 tirs contre 3, dont 6 cadrés pour le Maroc et 0 pour la Namibie. Donc, vous constatez que toutes ces équipes-là viennent espérer d'abord, dans un premier temps, ne pas encaisser le but. Et s'il ne faut pas encaisser, il faut utiliser tous les moyens, même ceux interdits, pourvu que l'arbitre soit à la hauteur de pouvoir interdire ce genre de choses. Est-ce qu'il ne se trompe pas? Parce que le tout n'est pas de défendre et de ne pas encaisser de but. Le tout est de pouvoir sortir au moins de là avec ne fût-ce que 1-3 points. Toutes les équipes viennent pour gagner. Comme tu l'as dit, le match avec Kenya, finalement la chaleur n'a pas été pour beaucoup. La chaleur n'a pas. Je voulais rebondir là-dessus parce que c'est très important. Il faut retenir également que la température a un gros rôle à jouer sur ces rencontres parce que plus la température est haute, l'impact est également très grand sur les joueurs. Toutes les rencontres qui vont se jouer en après-midi, vous allez remarquer que c'est des rencontres très engagées. Et franchement, lorsqu'on est sur un terrain après le 40 degrés, le jeu il n'est pas plaisant, le jeu il est haché pour toutes les formations. Il faut avoir. Le jeu est haché pour toutes les formations et François Binet, dans notamment l'opposition Sénégal-Tanzanie,
On a quand même vu on va dire les premiers rugissements des Lions avec un jeu beaucoup plus offensif, plus ouvert, une attaque plus entreprenante. Exactement. Il faut juste. Ce que j'ai pu reprocher au Sénégal, c'est de ne pas être très disciplinés dans leurs attaques. C'est-à-dire qu'ils avaient. En face, ils avaient jaugé l'adversaire et l'adversaire était largement à leur portée à ce moment-là. S'ils avaient un jeu à partir du milieu de terrain jusqu'en attaque qui était plus ou moins bien coordonné et discipliné, je crois que leur adversaire aurait pu sortir là avec une bagatelle de but sans qu'on en crie au scandale. C'est plutôt, moi j'ai trouvé la défense sénégalaise beaucoup plus responsable et très disciplinée avec Koulibaly. Ça démontre même la nature de l'homme, quelqu'un qui est assez sérieux et qui a mené une défense assez sérieuse. Par contre, au niveau du jeu offensif, moi c'est le petit Yata, Crépin. Voilà, pour moi c'est l'homme du match. Il a inscrit un but d'anthologie. Non seulement il a inscrit un but d'anthologie, mais dans le jeu, c'est le garçon qui apporte. Malheureusement, on n'en fait pas le dépositaire même du jeu parce que techniquement il est très fort, il a un centre de gravité très bas et le ballon colle quasiment au pied de ce garçon-là. Et c'est lui qui a été le véritable dynamiteur de cette attaque sénégalaise. Asta, comment vous avez trouvé dans l'ensemble l'équipe du Sénégal hier? Very technical. I enjoyed the game and I think they have been very technical, but it still remains that the game should have been a little higher on the score line. Too many opportunities that were missed by Nyang. I think it was a great game. He had good ball control, was a good midfielder, but at the end of the day, he missed about 35 opportunities to have a straight goal. So I respect the decision of Aliou Cissé to keep him in the game, but I still think he should have changed a little bit earlier. But the game overall was very good. They were very performing. They dominated the game throughout the time. But they could have changer un joueur parce qu'il rate beaucoup de buts. Vous parlez certainement de Mbaye. Oui, Mbaye a manqué de Baraka hier, mais il est certainement décisif. Bien sûr, il reste décisif, c'est un élément très important pour cette sélection. Et toutes les rencontres ne se ressemblent pas. Il faut retenir également que la saison de Mbaye a été très animée. Et du coup, arriver comme ça en Coupe d'Afrique avec beaucoup d'incertitudes, parce qu'on sait que Keita Baldé a été boudé à un moment donné, savoir que lui, il a été titularisé d'entrée, il fallait se surpasser. Et puis psychologiquement, ça a peut-être joué. Pour les supporters, l'équipe du Sénégal d'entrée, il fallait aller très fort parce que le Sénégal, c'est l'équipe qu'on considère toujours comme étant favorite d'entrée, mais au finish, sort peut-être en demi ou en quart. Pour Mbaye Niang, je suis sûr que les prochaines rencontres, il fera quelque chose de bien. Les prochaines rencontres seront certainement meilleures, Marie-Paul, mais Mbaye Niang qui est pourtant un élément clé de cette équipe des Lions du Sénégal. Oui, un élément clé, mais moi je ne parlerai pas plutôt de Mbaye Niang, mais je parlerai de Crépin Diatta. On en parlait qui a été l'homme du match. On en parlait hier. Il est petit, mais avec sa petite taille, sa forte carrure, il a montré qu'il peut le faire. On a souvent tendance à... Il n'est pas encore titulaire à ce poste-là, sauf si je me trompe. Oui, il n'est pas encore titulaire. C'est un U20. Aliou Cissé a donné sa chance à Crépin Diatta et je pense qu'il doit encore faire confiance à l'homme parce qu'il a prouvé sur le terrain qu'il peut le faire. C'était un Sénégal plaisant hier, un Sénégal qu'il faut le préciser, sans Sadio Mané, sans son joueur phare. Le Sénégal a montré qu'ils peuvent le faire et ils l'ont fait 2-0. Et il faut ajouter à ce joueur que si vous avez un centre de gravité très bas et que vous avez du talent, franchement, vous allez exploser. C'est le cas de tous les joueurs de petite taille dans le monde entier. Et justement, les joueurs petits de taille, on a eu dans l'histoire les Diego Maradona, Lionel Messi, Neymar peut-être. Voilà, mais finalement, est-ce qu'on doit considérer cette première sortie des Lions du Sénégal comme un signal fort pour la suite de la compétition? Oui, bien sûr. Bien sûr. Je crois qu'à part le Sénégal et l'Algérie, bien sûr, mais ce sont deux équipes qui ont démontré qu'elles sont là. C'est vrai qu'elles n'ont pas montré totalement leur suprématie, mais le fait qu'elles aient réussi ce match d'entrée avec une certaine mesure par rapport à leur adversaire, ça prouve à suffisance que le Sénégal a des armes pour faire quelque chose, non seulement dans ce groupe, mais après... Mais Marie-Paul, attention au nombre de buts manqués, parce qu'il y en a eu beaucoup. Beaucoup de buts manqués, mais comme tu l'as dit, peut-être ils ont manqué de Baraka et peut-être que pour le match prochain, ils se rattraperont.
peut-être qu'il se rattrapera. En tout cas, il faudra faire très attention. Le prochain match, c'est l'Algérie. Donc, il Un faudra, match même si Asta avait demandé à ce qu'elle aurait souhaité qu'on sorte Mbanyang très tôt. Mais vous savez, la difficulté, ce que je lui ai expliqué, c'est qu'un joueur qui rate 1, 2, 3 occasions et vous le sortez, et connaissant le caractère de Mbanyang, tout de suite, il peut sortir de la compétition. Quand je parle de sortir de la compétition, c'est mentalement, c'est un joueur qui généralement craque très vite. Et donc, je pense qu'au lieu de le sanctionner, le sélectionneur Cissé a été très juste en essayant psychologiquement de gérer son joueur. Parce qu'il a senti que, si vous avez remarqué, Cissé était dépité de voir autant d'actions manquées par Mbanyang, mais il l'a payé psychologiquement pour le mettre en confiance en disant, malgré ce que je viens de vivre, j'ai la confiance du coach et je crois que le prochain match, Mbanyang doit faire très attention. Ce sera face à l'Algérie. Une victoire face à l'Algérie, le Sénégal est qualifié. Autre chose, une défaite ou un nul, ça peut encore passer, mais une défaite. Et on parlera des Fennecs d'Algérie qui sont dans la même position, parce qu'on a là 2 équipes qui sont pour l'instant au coude à coude. Égalité parfaite au nombre de points et au nombre de buts. On a été pour ce match à l'ambassade du Sénégal au Gabon. Il y avait une fan zone sur place à l'ambassade du Sénégal au Gabon où on a vécu quelques séquences justement par rapport à ce match. On a vu le public exulter, etc. On aura d'un moment à l'autre l'occasion d'aller en image à l'ambassade du Sénégal où il y a eu également la réaction de l'ambassadeur et du président du 2e Gaïndé. Mais le Sénégal qui a des ressortissants partout à travers le monde et notamment sur le continent soutient les Lions soutient les Lions. Donc cette forte communauté soutient, voulais-je dire, les Lions où qu'ils se trouvent. Mais bien sûr, c'est tout à leur honneur. Vous savez, comme je le disais hier, le Sénégal est du moins le peuple sénégalais est un peuple très attaché à leur équipe nationale. Surtout que depuis l'épopée de 2000, de 99-2000 jusqu'à nos jours, c'est une équipe qui a toujours donné satisfaction au public, même s'il y a quelques déceptions, notamment on se souviendra de cette élimination en 2015, alors que 2015 ils étaient très très attendus. Moi je pense que même de 2015 à nos jours, l'équipe de 2015 était largement supérieure en valeur intrinsèque de chaque joueur par rapport à celle qui évolue actuellement, même si celle qui est là est une nouvelle génération effectivement qui veut marquer son époque et sa période. Et là, je pense que les Sénégalais, pour y avoir vécu pendant longtemps, ils sont tellement liés à leur équipe nationale. Et ça, c'est partout dans le monde. Vous voyez, quand ils ont l'occasion de venir au Gabon, vous verrez ceux qui parlent de province et qui reviennent à la capitale, c'est dire que c'est une des nations qui est très, très, très attachée à son équipe nationale. Et l'ambassadeur du Sénégal qu'on verra bientôt à l'image a été très satisfait. On a vu exulter l'ambassadeur au milieu de certains de ses compatriotes parce que c'est, précisons-le, le 12e Gaïndé qui est le 12e supporter, on va dire, le 12e lion pour identifier les supporters de l'équipe du Sénégal qui a organisé cette projection de match à l'ambassade du Sénégal au Gabon. Ça montre aussi que le football est un facteur d'union plus que jamais. Oui, c'est comme moi j'aime à le dire, le football il unit les peuples, même des personnes. Si Astémoin a un souci, rien que la victoire des Lions peut. Alors peut on va suivre Marie-Paul la réaction du président du 12e Gaïndé, Malik Camara, après cette belle victoire des Lions du Sénégal à Libreville. Bonsoir, c'est Camara Malik, président du 12e Gaïndé du Gabon. Je vous remercie avant tout d'abord de faire ce déplacement, de venir nous trouver dans notre ambassade pour venir suivre le match, notre fan zone qu'on a organisé pour tous les Sénégalais résidents au Gabon pour venir vraiment suivre ces matchs du Sénégal ici. Je peux dire que je suis content et un peu déçu. Parce que dans un premier temps, comme si c'est un premier match, c'est un peu toujours difficile pour les matchs d'ouverture. C'est un peu difficile, mais vu qu'aussi il y a beaucoup de déchets techniques. Et, oui, vous savez que peut-être c'est une nouvelle équipe que l'entraîneur est en train de construire.
Il y a beaucoup de déchets. Je crois que l'entraîneur va tirer les leçons pour essayer de corriger le prochain match. Avec le retour de Sadio Mané, je crois que beaucoup de choses seront... Oui, bon, c'est vrai qu'on attendait plus. On attendait plus que ça, comme vous avez dit tout à l'heure. On attendait plus que ça. Mais comme c'est un début, on vient de marquer le premier pas. Et essayer de rectifier quelques erreurs et voir comme la compétition est encore longue et il faut essayer de faire de match à match et de gérer aussi les autres matchs qui vont venir. Les premiers rugissements des Lions du Sénégal avec cette victoire 2-0. Le 12e Gaïndé est en tout cas très optimiste pour la suite. Mais bien sûr, c'est une victoire de confiance. C'est une victoire qui, imaginez-vous, vous jouez très bien, vous dominez votre adversaire avec autant de frappes, 24 au total. Et puis, vous vous retrouvez là avec un match nul ou une défaite sur un fait de jeu. Ben, on oubliera que vous avez bien joué, on oubliera que vous avez dominé votre adversaire, on ne retiendra que votre défaite ou le match nul. Et vous savez qu'actuellement, face à cet adversaire-là, aucun Sénégalais n'aurait accepté match nul. Ça, c'est une évidence. Alors, celui qui est Donc, considéré... la victoire pour le Sénégal était très importante. Après le reste, je crois qu'à lui, Cissé est mieux placé pour pouvoir régler la ligne de mire contre l'Algérie. Alors, l'Algérie, justement, Marie-Paul, qui est considérée comme l'alter ego du Sénégal dans cette poule, et peut-être même également dans la compétition, l'Algérie qui s'est imposée sans forcer le talent. Oui, l'Algérie qui s'est imposée sans forcer le talent, 2 buts à 0, un but de Riyad Mahrez, on en parlait hier, un des tenants de cette équipe nationale d'Algérie. Bon, moi j'ai un peu rigolé parce que le Kenya, c'est comme on le disait tantôt, le Kenya n'est pas venu pour gagner le match. Pour ma part, les gars, ils étaient un peu trop physiques. Ils défendaient plus qu'autre chose. Et pour moi, ce match, je pense qu'il n'y a pas eu de carton. Sauf si je me trompe, il n'y a pas eu de carton. Pour moi, l'arbitre a été un tout petit peu laxiste parce que franchement, les Algériens en ont pris, mais sérieusement. Donc, je le dis encore, on ne vient pas dans cette compétition-là pour. Mais on se bat avec ses armes. On se bat avec ses armes. On se bat avec ses armes et on se donne également les moyens d'aller plus loin dans la compétition. On se donne les moyens parce que les gars, ils n'ont pas attaqué, ils n'ont fait que défendre. Mais si, ils ont quand même attaqué. Mais pour ma part, ils n'ont fait que plus ou moins 3 frappes. Lorsqu'on est face à l'Algérie, moi je dirais que l'Algérie a une organisation de jeu très fluide avec. Mais pour moi, depuis le début de la compétition, c'est cette équipe qui m'a montré avec beaucoup plus de certitude. Non seulement dans leur jeu, dans l'organisation, dans tout ce que l'Algérie, pour moi, jusqu'au match d'hier, c'est l'équipe qui m'a paru beaucoup plus mieux organisée, mieux structurée techniquement, discipline sur le plan tactique. C'est une très bonne équipe aussi, il faut retenir parce que... Je les ai trouvés beaucoup plus au-dessus des autres. Elle est très bien d'Algérie qui ont un jeu globalement très fluide. Elle est très bien organisée depuis tous ces matchs amicaux et je dirais que les Kenyans, ils ont respecté les consignes du coach parce qu'en face, il y a une équipe qui attaque. Et on sait que l'équipe algérienne est projetée vers l'avant. Si vous attaquez, c'est clair que derrière, vous allez prendre beaucoup de buts. On connaît un peu la capacité des attaquants algériens, mais aussi l'atout de la vitesse, des individualités des joueurs. Donc du coup, il fallait replier pour l'équipe adverse. Les Arambistas ont la réputation d'être vifs. On a vu qu'ils sont vifs, mais face à la finesse et au passe-court, ils ont passé le temps à courir derrière le ballon, Marie. Courir et commettre trop de fautes, d'où le penalty. Performance for football, and even if they have the Tottenham player, Qu'est-ce qui a manqué au Kenya hier? C'est la capacité, la possibilité de se projeter vers l'avant et de mettre en difficulté l'équipe d'Algérie, ou bien c'est simplement la qualité des hommes qui n'étaient pas au rendez-vous? Moi, je dirais que c'est la qualité des hommes. Et l'Algérie reste sur sa dynamique. C'est une équipe qui aime porter le ballon et aime faire tourner. Et on sait qu'en football, lorsqu'une équipe arrive à mieux faire tourner le ballon, ça épuise l'adversaire. Du coup, ça pousse l'équipe adverse à plus défendre. Du coup, il y avait une équipe plus forte en face. Je dirais qu'il y a eu une équipe plus forte en face. Il faut voir certains paramètres. Le Kenya, après plusieurs décennies qui ne sont plus venus en Coupe d'Afrique, ils viennent avec un entraîneur novice et qui essaye de venir avec une certaine philosophie de sécurité. C'est vrai que j'entends Marie-Paul dire qu'on ne peut pas jouer que de la sécurité pour ne pas finalement marquer. Mais non. Mais si vous venez, chaque équipe a une stratégie. Même les Sénégalais que vous voyez aujourd'hui qui ont retrouvé en face de
qui se sont retrouvés là avec une équipe, ma foi, qui avait du mal même à inquiéter Mendy. Mais vous allez vous retrouver dans des circonstances où, à un moment donné, vous êtes obligé de jouer des schémas qui vous permettent d'observer votre adversaire avant de placer des attaques. Vous verrez qu'il y aura toujours des attaques placées, des attaques de base, c'est-à-dire qui repartent de la défense, dont la construction est faite au niveau de la défense. Mais vous aurez aussi d'autres attaques qui vous seront préparées depuis le milieu de terrain pour pouvoir amorcer. À ce moment-là, vous alignez 3 attaquants. C'est ce qu'a fait le Sénégal, c'est ce qu'a fait l'Algérie. Contrairement aux autres équipes des matchs précédents, où tout le monde a joué avec un seul attaquant, avec 4 milieux. C'est ce qui s'est passé. Au niveau de l'animation offensive, le Sénégal a pris, tout comme l'Algérie, a pris des dispositions. Bien sûr, d'ailleurs, ce sont les 2 seules équipes qui ont pu jouer dans ces dispositions. Et depuis le début de la compétition, justement, on a le sentiment que ces 2 équipes sont elles ont montré leur disposition offensive au-dessus de la mêlée sur le plan offensif. Ces équipes qui sont très organisées sur tous les secteurs de jeu. Du coup, c'est clair que le football est plaisant à travers ce que l'on regarde. Et en parlant du Sénégal, c'est quand même l'une des nations qui a aujourd'hui l'un des meilleurs défenseurs au monde et l'un des meilleurs attaques au monde. Si on parle de Sadio Mané et Kalilou Fadiga, ces 2 secteurs de jeu, quand vous êtes assis, c'est clair que vous êtes stable dans l'organisation de jeu. Alors, une organisation de jeu qui va certainement s'adapter aussi aux adversaires, parce que la prochaine opposition, là on a dressé on va dire le profil des 2 principales équipes, donc de l'Algérie et du Sénégal pour cette poule-là, qui vont s'affronter pour le prochain match. Ce sera une rencontre déterminante pour le leadership dans le groupe. Si le Sénégal reste dans la disposition qu'on a vue hier, ça devrait donner sur le plan offensif beaucoup de travail. Bien sûr. Je parie que les 2 formations vont rester sur... on ne peut pas avoir autant d'attaquants comme ceux du Sénégal ou de l'Algérie et venir jouer avec un 4-2-3-1 ou bien avec un 4-5-1. Je suis sûr et certain que les 2 coachs, que ce soit Djamel Belmadi ou Cissé Aliou, ils vont rester dans ce schéma-là. Seulement au niveau de Cissé, je crois qu'il y aura un petit changement parce que Sané, forcément, il sera titulaire. Et peut-être ce sera le petit Diatta qui pourra payer les frais. Mais je vais voir un peu la justesse au niveau de Cissé, comment il va gérer le retour de Sadio Mané. Et c'est lui qui a démontré vraiment toute l'étendue de son talent. Donc, les 2 formations, moi, je reste persuadé qu'ils vont rester sur cette organisation offensive. Maintenant, tant pis pour les défenses. Et je sais que la défense sénégalaise est beaucoup plus solide que celle de l'Algérie. Mais l'Algérie a une défense aussi beaucoup plus intéressante parce qu'elle a une organisation... beaucoup de maturité. Voilà, beaucoup de maturité. Et là, il faudrait compter sur le Kalilou, pas Fadiga, Koulibaly. mais Kalilou Koulibaly. Voilà. Justement parce que Kalilou Fadiga, c'est la génération en or de 2000 et 2002. Exactement. Mais finalement, lorsqu'on a passé le cap du premier match François Binet, quelle devrait être la meilleure disposition à prendre pour un entraîneur qui a un effectif aussi étoffé, pour prendre par exemple le cas de celui du Sénégal? Déjà, rester sur le fait qu'on dise qu'une équipe qui gagne, on ne la change pas n'importe comment. Et je sais que le Sénégal a présenté une très bonne et belle équipe hier. Je ne vois pas le Sénégal chambouler son effectif parce que c'est l'Algérie. Je ne vois pas le Sénégal changer ces éléments de certitude parce qu'en face c'est l'Algérie. Non, je pense tout simplement que pour le 2e match, Aliou Cissé va pouvoir soit Mbaye ou le petit Diatta. Des 2, forcément, il y a un qui va tomber au profit de Sadio Mané. Et là, je crois qu'au niveau de l'Algérie, je pense qu'il y a eu beaucoup de satisfaction des 11 joueurs et ça va pouvoir se faire. Et ça va être quand même un match, une finale avant la lettre. Malheureusement, c'est 2 équipes qui s'affrontent en phase de poule. Nous, on aurait aimé, pourquoi pas, la finale ou la demi-finale, de voir ces 2 grandes équipes s'affronter. Ouais. Donc, et le Sénégal a pour mission de mieux prendre ses rencontres parce qu'on sait que là, c'est une CAN à 24. Aucun point n'est négligeable. Et c'est une équipe également qui sait que pour cette CAN, elle a en son sein quand même l'un des meilleurs effectifs de sa génération. C'est vrai que la génération 2000, 2002, 2005 a eu l'occasion de nous présenter des belles prestations. Mais cette génération est
est rempli de talent, a beaucoup d'individualité. Donc c'est l'heure pour cette génération de s'affirmer. Quand on sait quand même que lors du dernier mondial, la note n'était pas déplaisante, mais c'est un sursaut d'orgueil que l'équipe sénégalaise doit avoir pour cette Coupe d'Afrique des Nations. C'est le même principe de l'Algérie. Mais l'Algérie a également... C'est le même principe. Bien sûr, bien sûr. Il faudra faire Ils très ont fait de attention. victoire et je ne pense pas qu'ils se laisseront marcher Non, dessus c'est pas- face au Sénégal. Eux aussi, ils ont, Carl beaucoup Rogers d'atouts est qu'ils derrière essaieront nous, de faire Marie-Paul. valoir. Carl Rogers, justement, le Sénégal et l'Algérie vont peut-être se neutraliser, mais qui voyez-vous arriver en 3e position dans cette poule? Cette poule, ça va être compliqué parce que si vous avez constaté depuis le début de la compétition, justement, toutes les équipes se valent. On a bien vu la surprise de l'Ouganda sur la République démocratique du Congo qui était partie comme un super outsider. On a vu quand même une équipe de Zimbabwe qui a quasiment posé des gros problèmes à l'équipe, au pays organisateur qui est l'Égypte en bas d'ouverture. Donc on a vu que logiquement avec un peu plus de maturité, un peu plus de sérieux, le Zimbabwe et sinon battu l'Égypte sur son propre terrain. Donc aujourd'hui, je préfère rester sénégalais. Un bon supporter du Sénégal, on a refusé. Vous avez écouté le coach hier, vous avez écouté la plupart des joueurs, on a refusé de dire que nous sommes, comment vous appelez déjà, les principaux favoris. Non, on n'est pas favoris parce que vous voyez, ça fait 15 compétitions où on participe, hein, mais malheureusement... Et je crois que le Sénégal a le nombre de participations le plus élevé. Non, le nombre de participations le plus élevé qui n'a jamais gagné une compétition. Le plus élevé sans gagner de compétition. L'Égypte, le nombre de participations, au nombre de participations, suivi du Ghana, je crois, et du Sénégal. Non, le Sénégal est, non, le Sénégal est loin. le Sénégal est très loin. Le Sénégal, c'est Sénégal, l'équipe je qui a pense le plus que c'est la participé 23e fois. sans jamais gagner de compétition. 23e Ça, c'est fois. D'accord. Le plus participé sans jamais gagner de compétition. 23e Et cette année, on refuse donc de porter la casquette donc, de favori. Donc on est Parce d'accord sur le nombre de participations, c'est bien la 23. La 23e. 23 pour le Sénégal, D'accord. qui n'a jamais remporté, comme Carl Rogers le dit, qui n'a jamais remporté de Coupe d'Afrique des Nations. Mais ce n'est pas... Le Sénégal, c'est 24 ou c'est 15? Ce n'est pas cela qui va C'est 15 ou c'est 23 le Sénégal? Je pense que c'est 23. C'est 15. C'est 15 participations. 15. 15 participations. Ce n'est pas cela qui va déteindre la qualité des joueurs du Sénégal. Souvenez-vous, en 92, à 92, le Sénégal avait aussi une très bonne équipe. Avec un gardien, je crois, qui était l'un des meilleurs du continent, Chersek. Ah non, il y avait Alain Guaméné cette année. Il y avait Alain Guaméné en 92. S'il y avait deux ou trois Sénégal avait meilleurs un joueurs grand au gardien. continent à cette époque, Chersek était parmi les grands gardiens de l'époque. Vous il y avait avez des également une joueurs grande comme il y avait des garçons comme Tierno Youm, Mané. Il y avait plein de grands joueurs de l'époque. Mais Bokandé surtout. Bokandé, voilà, mais Tierno Youm. Bon, en fait, le problème de participer, de ne pas gagner, ne doit pas dépeindre la qualité des joueurs du Sénégal. Le Sénégal a toujours eu des grands joueurs. En 2002, ils ont joué une finale, malheureusement, sur un coup de dé, puisque ils sont arrivés au tir au but. Et on sait comment ça s'est passé. Ils l'ont perdu. Mais ce n'est pas ça qui fait que l'équipe ne soit pas une bonne équipe. Ce n'est pas pour ça qu'on ne va pas dire que le Sénégal n'est pas une équipe parmi les favoris. Non, on le dit parce que quand vous regardez le classement FIFA, le Sénégal est au top. La première équipe au classement FIFA. On ne peut pas passer outre les stats du Sénégal, passer outre l'effectif du Sénégal et refuser de penser que le Sénégal ne soit pas parmi les favoris. En tout cas, c'est le favori naturel. Moi, je pense qu'il est parmi les 4 favoris. Même si Aliou Cissé rappelle que le Sénégal ne vient pas en tant que favori. Et on le comprend. C'est tout à fait normal, on le comprend. Parce que s'il tient notre discours, et voilà il met la pression sur ses joueurs. Mais tous ceux qui sont à l'extérieur, qui voient cette équipe-là, ont compris que si le Sénégal remportait cette CAN, ce ne serait pas une surprise. Ce ne sera pas une surprise, ni un exploit. Marie-Paul, on va continuer encore avec Carl Rogers. L'équipe d'Algérie, par rapport à ce qu'on a vu hier, a finalement de grosses potentialités également en ce qui concerne le secteur offensif. Mais il y a aussi le milieu qui est peut-être celui qui a le mieux joué depuis le début de la compétition. Mais bien par sûr. rapport à la construction du jeu.
Et bien sûr, comme vous l'avez si bien dit, cette poule, justement, est un peu, a été annoncée un peu comme l'une des poules les plus difficiles donc, de cette compétition. Et au vu de ce qui a été remarqué hier dans cette première journée de la poule, on s'est aperçu que l'Algérie n'est pas venue pour faire de la figuration. On savait déjà que l'Algérie avait un certain nombre d'individualités, tant sur le plan défensif que sur le plan offensif, et avec une belle animation au niveau du milieu de terrain. Et c'est ce qui va être déterminant. Et l'Algérie a la chance d'avoir déjà gagné la compétition. L'Algérie a la chance d'avoir parfois la tête sur les épaules, ce qui fait que le Sénégal, nous, notre problème, c'est pour ça que le coach a réussi à refuser, c'est que le Sénégal a tendance à choper la grossette peut-être. On va dire les joueurs ont tendance à choper la grossette à un moment donné de la compétition. Dès que c'est facile au début, à un moment donné, on ne sait pas ce qui se passe. On va voir ce qui s'est passé au mondial dernier, où le Sénégal était quasiment sur le papier la meilleure équipe africaine. On espère que ça ne se répétera pas. Mais l'Algérie, moi j'ai dit, l'Algérie peut aller très loin. Voilà. Je l'ai dit. En tout cas, on a affaire à de grosses équipes qui ont la possibilité, vous le disiez tantôt, d'aller très loin. On rappelle que le thème central de cette émission est de belles pelouses avec malheureusement les stades vides, alors que ces joueurs, ces stars se nourrissent de la présence du public pour s'exprimer. Bien sûr, c'est comme sur le plan spirituel, Jean-Louis, excusez-moi de prendre cette parenthèse, lorsque le musicien joue, le prophète a beaucoup plus de révélations. Donc les artistes, lorsqu'ils sont sur le terrain, quand ils entendent le bruit, ils se poussent des ailes. Et là, même, on sent qu'on a envie d'aller plus loin. Mais lorsqu'on a un stade qui sonne creux, même la pelouse, vous ne sentez pas que vous pouvez en profiter techniquement. Or, aujourd'hui, quand on regarde les pelouses des stades au niveau de l'Égypte, c'est de très belles pelouses. Les techniciens, on ne prend pas. Les magiciens sont là, ils peuvent bien jouer, mais malheureusement, on ne prend pas le ministre. On revient sur. Oui, bien sûr. Mais bien la pelouse il faut signaler, la pelouse du Caire, bon, ça c'est un peu mitigé, oui, mais la même pelouse, deux équipes jouent là en même temps. Alors, donc il faut dire que l'Égypte a joué face au Zimbabwe. Marie-Paul Redombina, oui. Nous allons vous donner l'occasion de présenter les matchs du jour et les joueurs à suivre, mais avant, on va, puisque l'élément est disponible, aller entendre la réaction de l'ambassadeur du Sénégal, juste après la réaction de l'ambassadeur du Sénégal au Gabon, après la victoire des Lions du Sénégal. Eh bien, nous allons poursuivre avec cette fois la présentation des matchs du jour et des poules. Oui, bon, on vient de suivre un match qui est quand même rassurant. Bon, je crois que c'est un bon départ. Bon, peut-être au fur et à mesure que le tournoi avance, je crois que les gens seront au top, Inch'Allah. Bon, vous savez, le premier match, c'est toujours comme ça. Bon, Baïnia, vous savez, c'est un buteur. Un buteur, bon, quand il rate, bon, c'est un malaise. Mais je crois qu'il va se rattraper lors des prochains matchs. Oui, les prochains. Vous savez que cette organisation est faite par le 12e Gaïndé, le 12e Gaïndé du Gabon, qui a toujours été au rendez-vous. Et cette année aussi, ils ont fait cette organisation pour appeler tous nos ressortissants qui sont là à venir participer avec eux pour suivre les matchs du Sénégal. Je crois que tous les matchs du Sénégal, on pourra les suivre ici, sur grand écran, avec l'appui du 12e Gaïndé. Amadou Sirédia, ambassadeur du Sénégal au Gabon, très satisfait de la victoire des Lions. Nous étions donc, nous le rappelions, à l'ambassade du Sénégal à Libreville. Un mot pour saluer encore cette victoire du Sénégal et espérer, oui, bien sûr. C'est ce que son Excellence vient de dire, c'est cette satisfaction de voir que le Sénégal n'a pas raté son coach. Donc ça marchait, c'est tant mieux pour le Sénégal. Alors nous allons poursuivre cette fois avec Marie-Paul Redombina qui nous présente les équipes du jour et bien entendu on aura l'occasion d'en venir à ces joueurs à suivre. On a 3 équipes qui s'affrontent aujourd'hui, donc on vous présentera les joueurs à suivre au cours de ces 3 confrontations et puis on revient tout juste après pour débriefer. Alors, les joueurs à suivre, parmi les joueurs à suivre, il y a Nicolas Pépé, Marie-Paul. Il y a Nicolas Pépé, le Lillois. François, tu dois le connaître. Champion d'Afrique à 2 reprises, 1992 et 2015, les éléphants de Côte d'Ivoire arrivent en Égypte avec l'objectif d'aller le plus loin possible dans la compétition, dont ils disputent la 23e phase finale de leur histoire. Et pourquoi pas arriver en finale. Pour cela, les éléphants ont dans leur groupe un élément clé,
Nicolas Pepe, la pépite du FC Lille et récent lauréat du prix Marc-Vivien Fouet, récompensant le joueur africain de l'année en Ligue 1 française. Courtisé par les plus grands clubs d'Europe, le jeune Ivoirien de 24 ans a le vent en poupe après avoir fait trembler les filets à 22 reprises cette saison en Ligue 1, avec en bonus 11 passes décisives. La Tunisie, qui n'a pu dépasser les quarts de finale de la CAN depuis son sacre de 2004, veut passer ce cap. L'international tunisien Naïm Sliti fait désormais partie des hommes de base des Aigles de Carthage. Et son profil technique colle parfaitement à l'idée qu'on se fait des manieurs de ballon rond africain. Accompagné de Wabi Karzi à la pointe de l'attaque, le Dijonais espère emmener la Tunisie en demi-finale de la CAN 2019 en Égypte. Et puis le fer de lance des Aigles du Mali sera l'attaquant Moussa Marega, auteur de 6 buts en Ligue des Champions et de 11 en championnat avec le FC Porto cette année. Moussa Marega est au sommet de sa carrière à Porto. Il faut dire qu'il enfile les buts comme les perles aussi bien en Liga NOS, 33 buts en 58 matchs de championnat, qu'en Ligue des Champions où il a terminé 3e meilleur buteur de la compétition cette saison avec le FC Porto, 6 buts à égalité avec Cristiano Ronaldo et Sergio Agüero. Moussa Marega, l'un des hommes à suivre, Marie-Paul. Moussa Marega, un des hommes à suivre. Bon, la Mauritanie, elle aura quand même du chaud face à cette équipe du Mali. On l'a vu dans l'élément, Moussa Marega du FC Porto, il fait partie des joueurs à avoir le plus marqué au cours de la Champions League qui s'est achevée. 6 buts pour lui. Avec des joueurs comme Cristiano Ronaldo ou encore Sergio Agüero. Et puis, à côté de Moussa Marega, on a Nicolas Pepe, bien connu du championnat français, le Lillois. Il a montré qu'il peut le faire. Il marque. Les filets l'ont tendu, si je peux le dire, rugir pendant toute cette saison. Lui, on l'aura aussi aujourd'hui. Ce sera une équipe de Côte d'Ivoire qui jouera face à l'Afrique du Sud. Afrique du Sud, un habitué de la compétition. Afrique du Sud aussi qui aura quelque chose à prouver face à cette équipe de Côte d'Ivoire. Mais pour ma part, la Côte d'Ivoire va avec un peu plus d'avantages que l'Afrique du Sud parce que la Côte d'Ivoire, c'est les Max Alain Gradel, Nicolas Pepe, des joueurs qui ne sont plus à présenter dans la sphère footballistique africaine. Et puis, on a Naïm Sliti, peut-être pas très connu pour certains, mais Naïm Sliti, c'est un Tunisien. Il est là pour défendre les couleurs de la Tunisie. Un Tunisien. Il aurait pu défendre les couleurs de la France. Il est né à Marseille et justement avec le retour des binationaux et tout. On aura l'occasion d'en parler. Ces binationaux qui sont très présents au cours de cette CAN. Asta, les binationaux, vous pensez que c'est un atout supplémentaire pour les équipes africaines? I would say yes and no. It's a great thing for the African players to be able to be participating in great clubs, European clubs, but more often than not, they play for these clubs rather than their national clubs. So I would say that having players with the double nationality play more in the favor of European teams than African teams in general. Et donc ces binationaux, justement, on en reparlera en prenant un peu plus de temps pour voir quel est le rapport Benny Benz au sein des sélections africaines, parce que parfois il y en a qui ne se retrouvent pas, en tout cas qui ne retrouvent pas leur niveau de performance d'antan. Bien sûr, et c'est aussi suite au verrou dans certaines sélections. On sait qu'il y a des sélectionneurs aujourd'hui qui sont figés sur un collectif. Et du coup, pour le changer, il faut attendre plusieurs années. C'est un peu le cas de la France où, pour intégrer ce groupe de 23, il faut faire des belles prestations. C'est un peu partout, comme en Angleterre et ailleurs. Mais l'inconvénient, c'est qu'il y a certaines fédérations qui s'y prennent un peu en retard. C'est le cas de la RDC, qui a lancé la procédure pour Djali Mboula, qui aurait été un élément très important pour la RDC. Mais le dossier a été acté en dernière minute. C'est de même pour l'Algérie. L'Algérie, encore, après la publication de la liste, il fallait qu'il y ait une blessure d'un joueur pour qu'on convoque Andy Delors. Mais je dirais que c'est quelque chose de bien parce que c'est des joueurs qui ont apporté à l'étranger, mais qui aujourd'hui décident de revenir à la maison pour donner une touche particulière. Franchement, c'est à féliciter et chapeau pour ces joueurs qui optent pour le pays d'origine. Attention, il y a les Mourabitoun de Mauritanie. À féliciter, c'est selon, hein, parce que pour ma part, ce n'est pas un choix de cœur. Pour certains, ils viennent là par dépit. On prend le cas de Jérémy Morel, le Malgache.
lui, il Il vient aurait parce aimé que... jouer pour l'équipe de France. Pour ma part, il aurait aimé jouer pour l'équipe de France, mais étant donné, comme Benny Banks l'a dit, l'équipe de France, il fait partie de ces équipes-là où les joueurs n'ont pas la possibilité d'accéder facilement. Donc c'est plutôt compliqué là-bas, comme pour certaines équipes, certaines sélections comme en Angleterre ou encore en Argentine. Eux, ils préfèrent quelqu'un comme Jérémy Morel, il n'a pas d'autre choix que de venir jouer avec l'équipe malgache parce que l'occasion lui est donnée et donc il a saisi. Donc pour moi, pour certains, ce n'est pas un choix de cœur, c'est plutôt par dépit parce que les sélections où ils souhaitent aller, là-bas, ils n'ont pas accès, donc ils se rabattent du côté de l'Afrique. Alors que sur le continent, il y en a qui sont encore peut-être 5 fois, 10 fois meilleurs que ceux-là qu'on préfère appeler au détriment d'autres. Bon, après, et puis derrière, moi, au-delà de tout ça, on a parfois entendu des deals, on a entendu parler de deals, de transactions. Pour oui, dans certains pays, effectivement, il y a eu des transactions pour que le garçon vienne jouer. On débourse une certaine somme aux parents ou à l'entourage. Mais il faut juste retenir pour moi, c'est que avoir les binationaux, pour moi, c'est pas un problème. C'est pas ça le problème. C'est que c'est des garçons qui devraient plutôt amener leur plus-value dans la mesure où leur environnement de croissance et d'apprentissage du foot n'est pas le même que nous en Afrique. Ils grandissent dans une organisation bien rodée et professionnelle, mais seulement comment on fait pour les intégrer dans un environnement qui n'est pas forcément le leur. Parce que quand vous regardez un garçon comme Sliti, c'est seulement en 2011 qu'il intègre l'équipe nationale, alors que c'est des garçons que vous retrouverez dans l'équipe Espoir de France ou l'équipe des U20 en dessous, etc. etc. Donc c'est après les pays qui reprennent, parce que n'oublions pas que on a l'impression que comme ils sont des binationaux, forcément, ils sont uniquement français. Non, pour prendre la France. Ils sont à 50% français, 50% déjà dans leurs origines. Voilà. Maintenant, après, ils ont le cœur pour la France parce qu'ils ne connaissent que la France. Maintenant, mais c'est ça le souci, parce que dans l'âme, quelqu'un comme Marc Lamti, on en a... Mais c'est pas leur faute, Marie-Paul, s'ils ne connaissent que la France. Oui, je ne dis pas que c'est leur faute, mais c'est... Comment... En fait, ça fait qu'ils ne se sentent pas forcément très engagés. Voilà, ils ne sont pas forcément très engagés comme quelqu'un qui a vécu là et qui connaît... Il faut ajouter à cela que derrière le choix du cœur, il y a aussi l'implication et l'organisation des fédérations. Prenons le cas de Morel. Morel a toujours voulu jouer avec son équipe nationale, mais on sait que derrière, il n'y avait pas cette organisation qui pouvait permettre à Morel de venir. Il y a aussi ce côté professionnel qui en manque. C'est le cas de la RCA avec Kongogbia, qui a toujours voulu jouer avec sa sélection. Carl Rogers, mais si en face, il n'y a pas une organisation, il n'y a pas de répondant, il n'y a pas cette promesse qui permet aux joueurs de venir. Difficulté bien des pays il ne vient pas. Délicate, justement, comme Benny vient de dire, c'est souvent le manque d'organisation des fédérations, le manque d'organisation des encadrements des équipes nationales africaines qui fait que les binationaux ont tendance à hésiter dans les premières convocations. Ce sera l'un de nos prochains thèmes. Oui, on va en parler, ce sera très bien. Aujourd'hui, on espère, surtout à Asta, que les matchs vont se jouer devant des stades avec un peu plus de monde. Alors, tant qu'il n'y aura pas l'Égypte, ça c'est peine perdue. To the stadiums, when you just have to go on social media and check the videos of the fans to realize that they are triaging. Some Egyptian supporters can have access to the stadium with their selfie sticks while others can't. So if I do go all the way to Egypt, they should allow more of the supporters to go see the games. Otherwise, the players. Alors on en arrive aux statistiques et certainement qu'on va commencer par vous. Il y a aujourd'hui, Marie-Paul... Et aujourd'hui, il y a un Tunisie, Angola, Mali, Mauritanie et un Côte d'Ivoire, Afrique du Sud. Voilà, on a à l'image Côte d'Ivoire, Afrique du Sud, Tunisie, Angola, Mali, Mauritanie. Vous pensez que la Côte d'Ivoire va par exemple s'imposer facilement face à l'Afrique du Sud? Bon, pas facilement. Il faut dire juste que les deux équipes, la Côte d'Ivoire a toujours pris un ascendant sur l'Afrique du Sud. L'Afrique du Sud, c'est vrai que ces dernières années, ils ne se sont pas vraiment affrontés, mais un petit avantage pour la Côte d'Ivoire, parce que l'Afrique du Sud est en train de reconstruire son football. Vous verrez que c'est une équipe très jeune. Il y a quelques anciens, mais plus des anciens qu'on a connus, mais il y a une génération qui est là, qui va essayer pendant cette CAN, essayer de bonifier
en termes d'expérience, en termes de vécu pour cette CAN. Contrairement à la Côte d'Ivoire qui a une équipe bien aguerrie avec le retour de Boni qui est revenu avec beaucoup de... qui a fait même jaser lorsqu'on sait qu'il y avait Gervinho qui flambe en Italie alors qu'on le croyait fini. Ah oui, il y a quand même il y a Gervinho qui manque à l'appel. Il y a un artiste ivoirien même qui a sorti un tube sur l'absence de Gervinho. Il s'appelle Le Magnifique. Voilà, il a sorti un tube sur l'absence de jeu où il condamnait l'entraîneur en lui disant si tu ne gagnes pas cette CAN, c'est parce que tu auras. On espère que tu vas gagner pour faire oublier ce que tu as fait à Gervinho. Ça, c'est un choix de l'entraîneur. Hein. Non, mais après les choix, il faut qu'on ait des choix, Marie-Paul, il faut qu'on ait des choix sportifs. Il ne faut pas qu'on fasse avec le cœur en disant j'amène Benny Banks parce que c'est mon ami, ou bien Benny Banks c'est l'ami de mon. Alors on a deux autres matchs sur la table. Jacquet a laissé Eric Cantona en 1998. Carl Rogers, oui. Il y a la Tunisie qui va jouer. Vous pensez que la Tunisie va s'imposer? Oui, c'est Tunisie contre, vous avez dit, c'était encore Tunisie-Angola. Bah, écoutez, la Tunisie, la nouvelle Tunisie ne me semble pas assez forte, la Tunisie de ces dernières années. Par contre, l'Angola, on sent une nette progression depuis leur CAN en 2010. C'est des équipes qui peuvent surprendre. Moi, je pense que la Tunisie va logiquement est favorite par rapport donc à l'Angola sur le papier, mais je dis encore une fois, cette CAN, c'est la CAN de toutes les surprises. On peut voir un renversement de situation de l'Angola. François Binet, l'Angola, juste une parenthèse, a toujours son système de jeu qui consiste à balancer les ballons. Non, c'est fini. C'est fini de plus en plus les équipes comme on a vu en 2015 l'Angola ici au Gabon. C'était une équipe très joueuse et je crois que la Tunisie va devoir faire à un moment donné de la partie, faire dos rond et supporter cette équipe angolaise avant, pourquoi pas, placer des banderilles au lieu de se lancer à la... Benny Banks, oui, et puis Angola-Tunisie. La Tunisie est bien partie pour cette compétition. Aujourd'hui, on ne parle pas des prestations de la Tunisie, mais il faut quand même retenir que la Tunisie, depuis 2018, n'a perdu aucun match. Et la Tunisie amenée par Alain Giresse. On connaît un peu la dynamique de ce monsieur. Ça prouve à suffisance qu'il y a des belles promesses pour cette équipe. Moi, je mettrais un billet sur la Tunisie pour cette CAN. C'est vrai que les prestations encore et les individualités, on ne parle pas trop de cette équipe. Mais c'est une équipe qui reste très affamée parce que la dernière bonne note de la Tunisie remonte en 2004. À un moment donné, Mali, il faut... alors, on a Mali-Mauritanie. On espère que les aigles ne vont pas avoir, pardonnez-moi, une charogne. Faites attention à la Mauritanie. Oh, bon, moi je... Première qualification, faites attention. Il faut les rappeler... aigles du Mali, Morabitoun de Mauritanie. Le Mali est la seule nation jusqu'à maintenant qui avait réussi à être pour la première fois à participer à une Coupe d'Afrique et arriver en finale jusqu'à ce jour. Je crois que c'est la seule, c'était en 70. Et là, elle affronte une équipe mauritanienne qui est très bien organisée avec... Vous pensez que ça va être combien le score? Oh, je ne peux pas parce que le Mali, ils ne se sont jamais affrontés en A, notamment c'est normalement. Mais au niveau de Chan, ils se sont affrontés 4 fois. Le Mali s'est chaque fois imposé. Donc je ne sais pas ce qui va se passer. 1-0, 2-0. Astabousso? I would tend to agree with Francois. On this one, I'm really not sure. I think Ivory Coast might have the advantage, but just as Carl said, et pour Côte d'Ivoire et pour la Côte d'Ivoire? Côte d'Ivoire, Afrique du Sud. Et pour Côte d'Ivoire, Afrique du Sud? I was talking about Ivory Coast. Côte d'Ivoire, Afrique du Sud, vous préférez miser sur la Côte d'Ivoire? Yes. Sur un Nicolas Pepe qui, pour ma part, je pense, fera trembler les filets de l'Afrique du Sud. Et en parlant de Nicolas Pepe, il faut retenir quand même que c'est sa deuxième rencontre officielle avec la Côte d'Ivoire parce que son premier match remonte en mars contre le Rwanda, si je ne me trompe pas. Jusque-là, il n'a pas encore montré à la Côte d'Ivoire ses vraies prestations parce que sa saison dernière reste infernale. C'est sa première CAN. Voilà, sa première CAN, sa saison infernale, 22 réalisations, 9 passes décisives en 38 matchs. Au terme de ce rendez-vous de Focus CAN, nous allons certainement avoir d'autres éléments à commenter et d'autres pronostics à faire. Thomas, il y a bien sûr, pour finir,
cette rétrospective des buts qui ont été marqués hier. On va passer en revue ces buts pour nous dire au revoir. Merci à tous de nous avoir suivis. On se retrouvera demain, Dieu voulant, à la même heure. Au revoir. Hello la famille, African Unit.